Bienvenue aux éditions Arte Politeia qui vous présentent la suite du livre La Bienheureuse pour la Révolution mondiale pacifiste à l'adresse des peuples constituants, écrit et lu par Jean-Paul Alonso. Chapitre 4 Loi fondamentale de la Fédération française. Paragraphe 1 Introduction. Je rappelle que les éléments constitutionnels qui suivent sont une simulation à caractère pédagogique. Le peuple français devra élire les membres de l'Assemblée constituante qui aura la charge d'écrire la Constitution ou la loi fondamentale après la révolution pacifiste qui est exposée dans ce livre. La Constitution, appelée encore charte ou loi fondamentale, est un texte qui définit les institutions et les organes politiques qui administrent la population d'un territoire limité par des frontières. La Constitution appartient à la science juridique, mais elle n'est pas obligatoire pour la reconnaissance d'un État par les Nations unies. Le Royaume-Uni, qui a diffusé le parlementarisme sur toute la Terre, possède un corpus constitutionnel, mais aucune constitution. Voir Politeia pour plus de détails. La Constitution de la Sixième République fédérale française, qui est proposée ci-dessous, prend le nom de loi fondamentale et celle des États fédérés conserve le nom de Constitution. Les premières lois fondamentales sont apparues en Europe dans les petites cités grecques. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote en a recensé 1453 dans le monde hellénique. Au temps des royautés, des aristocraties et des empires, où la citoyenneté était réservée aux plus riches, la connaissance de la loi fondamentale appliquée dans la cité a été la première revendication du peuple, autant en Grèce qu'en Italie. La ville de Narbonne, fondée en 118 avant Jésus-Christ par les Romains, bénéficiait du droit latin extra-italique romain et disposait d'une municipalité. Les conseillers municipaux gaulois des colonies romaines pouvaient obtenir la citoyenneté romaine à leur sortie de charge. L'Empire romain est le premier État centralisé à avoir uniformisé les règles de gouvernement et de citoyenneté à l'échelle d'un continent, si bien que les institutions romaines ont laissé leur empreinte sur toute l'Europe. Je pense que la démocratie a joué un rôle majeur dans l'éclosion du miracle grec et 1500 ans plus tard, du miracle communal médiéval. Effectivement, une autre étape démocratique censitaire se développe au Moyen Âge dans les communes de France. Ces villes, affranchies des seigneurs féodaux, possédaient des chartes communales qui donnaient aux citoyens des libertés et des droits politiques. Ces chartes écrites par les bourgeois libéraient les forces populaires en supprimant les abus pratiqués par les seigneurs féodaux et ecclésiastiques. Les serfs enfuis y trouvaient une protection et pouvaient y devenir citoyens. Les femmes occupaient tous les métiers et pouvaient jouir de droits politiques. Les communes ont permis un extraordinaire développement économique, social et culturel. C'était le temps des cathédrales. Mais dès le début du XIVe siècle, la création des trois ordres, du statut de bourgeois du roi et l'anoblissement de la grande bourgeoisie a arraché les meilleurs éléments au tiers-État pour les mettre au service de l'administration royale. Le renforcement de la royauté et de l'État centralisé marque la fin du Moyen Âge, de la prospérité économique et de certaines libertés politiques, notamment celle des femmes. L'ordonnance royale de 1570 confisque définitivement aux communes la justice civile, l'administration élective locale et les autres libertés. En 1774, le ministre du roi Louis XVI, Anne Robert Turgot, grand défenseur des Lumières, adresse au roi un projet de constitution. La cause du mal, sire, vient de ce que votre royaume n'a point de constitution, dit-il. Mais la noblesse ne veut pas renoncer à ses privilèges et le mécontentement populaire grandissant précipite la révolution de 1789. On doit au dernier savant des Lumières Condorcet la première constitution, début de citation. Chaque département sera divisé en grandes communes, les communes en sections municipales et en assemblées primaires.
Le Conseil exécutif sera présidé alternativement par chacun des ministres et le président sera changé tous les 15 jours. Le Conseil exécutif est chargé d'exécuter et de faire exécuter toutes les lois et décrets rendus par le corps législatif. Fin de citation. Mais la décentralisation, actée en 1793, va très vite sombrer dans le dirigisme jacobin et l'impérialisme napoléonien pour ne plus s'en relever. L'apparition des partis politiques adossés à des idéaux abstraits et les dérives autoritaires du pouvoir centralisé deviennent une constante de la politique française. Depuis, la France n'a pas cessé de se chercher et de rétrograder dans le cercle des nations. Au total, 20 constitutions ont été écrites et 15 d'entre elles ont été appliquées dans notre pays depuis 1789. Le dirigisme jacobin, impérial et gaullien ont fait perdre aux citoyens le sens de la démocratie. C'est bien souvent la nécessité du changement et l'usure de la contestation qui poussent le peuple à approuver une nouvelle constitution après une révolution, une guerre perdue ou un coup d'État. Depuis la victoire des Alliés, la France a emboîté le pas aux États-Unis d'Amérique qui pratiquent un capitalisme sauvage. Notre Constitution, en vigueur depuis 1958, n'échappe pas à cette influence. De Gaulle, ce général, a mis la France au garde-à-vous avec un régime présidentiel ultralibéral qui a supprimé le peu de démocratie qui restait sous la Quatrième République. La méconnaissance ou l'incompréhension des traités qui encadrent l'Union européenne, l'absence de contrôle populaire sur les agissements des élus, l'écriture du droit européen par les lobbyistes via les commissaires européens font de l'Union européenne une véritable tromperie politique, une dictature des marchés déguisée en démocratie. C'est le groupe social le plus proche des milieux d'affaires qui impose sa loi aux 27 États. C'est pour cette raison que certains peuples n'ont plus confiance en la politique. Le capitalisme triomphant a transformé les citoyens des pays civilisés en consuméristes, si bien que le produit intérieur brut est devenu le principal indicateur du classement des grandes puissances en dehors de toute considération morale, sociale et environnementale. Les gouvernements peuvent abattre les dernières forêts vierges pour faire des plantations, vendre le bois et les récoltes à l'exportation pour augmenter leur PIB. Les peuples premiers abrités dans ces forêts disparaissent sans laisser de traces parce qu'ils n'entrent pas dans la comptabilité nationale. Les gouvernements permettent l'exploitation des énergies fossiles responsables du réchauffement climatique sans aucune limitation en dépit des avertissements. Voilà où nous en sommes et ce que la loi fondamentale de la bienheureuse propose de corriger avec l'éducation en faisant une priorité au savoir mis au service du bien-être des gens où qu'ils se trouvent, tout en tenant compte des générations futures. La loi fondamentale de la bienheureuse a franchi les peuples de l'oligarchie politico-financière mondialiste, génératrice de catastrophes en chaîne. Le régime fédéral démocratique annule la personnalisation du pouvoir du régime présidentiel et donne les connaissances politiques utiles au peuple. La structure oligarchique verticale fait place à une structure horizontale qui libère les forces vives de la nation avec la mise en place de la démocratie vivante. Vous trouverez ci-dessus les diagrammes de la 5e et 6e République qui ont été commentés au chapitre précédent. Les modalités électorales et les nominations aux postes politiques occupent le cœur du redressement de la France. L'angélisme de la personnalisation du pouvoir disparaît avec les présidences tournantes des conseils départementaux et du Conseil fédéral empruntés au modèle suisse. Les magistrats nommés sous la Ve République sont désormais élus, le gouvernement, la justice et les assemblées sont séparées comme l'exige toute démocratie. Les assemblées retrouvent leur souveraineté législative au service du bien commun et non plus des intérêts particuliers. La corruption érigée en système de gouvernement n'occupera plus qu'une sombre page de l'histoire de France.
L'application de la loi fondamentale rétablira la santé, l'emploi, le bien-être et mettra un terme à l'utopie capitaliste fondée sur les injustices sociales, les crises financières, économiques, sanitaires, environnementales, climatiques, les guerres et la faim dans le monde. Paragraphe 2. Loi fondamentale de la Fédération française. Préambule. Au nom de Dieu, du peuple français et de la nation française, au nom des Juifs, des chrétiens, des musulmans, des autres croyants, des athées, des agnostiques réunis sous le principe de la laïcité, l'Assemblée constituante déclare l'ouverture de la sixième République fédérale française. L'Assemblée constituante remercie les Françaises et les Français qui ont participé à l'écriture de cette loi fondamentale et de la Constitution départementale type valable 2 ans, délai qui permettra à chacun des départements d'écrire leur constitution respective une fois que toutes les constitutions départementales seront écrites et approuvées. L'Assemblée fédérale proclamera la sixième République fédérale française. Dans cette attente, le peuple français de métropole et d'outre-mer, conscient de sa responsabilité envers les générations futures, déterminé à vivre dans les limites des ressources terrestres, déterminé à restaurer l'équilibre des écosystèmes vivants et des climats, résolu à instaurer la démocratie vivante, la paix et le bonheur des enfants, des femmes et des hommes dans son territoire, résolu à aider les autres peuples à instaurer la démocratie vivante, la paix et le bonheur des enfants, des femmes et des hommes dans leur territoire, résolu à vivre sa diversité dans la joie en coopérant au bien commun, s'engage à ce que ses actes respectent la morale et les droits fondamentaux définis ci-dessous, reconnaît que la liberté et la paix ne s'obtiennent qu'en respectant les lois départementales, nationales et internationales, s'engage à œuvrer pour la paix et le désarmement dans le monde, s'engage à rendre heureux le plus faible de ses membres, s'engage à aider ou secourir la plus faible des nations, s'engage à œuvrer pour la suppression de la pauvreté et de la faim dans le monde et pour la stabilisation de la population mondiale, s'engage à faire évoluer les institutions internationales pour les mettre au service de tous les peuples constitués ou non en État. Pour poursuivre le programme de la sixième République fédérale française, l'Assemblée constituante déclare les premières élections des assemblées constitutionnelles départementales ouvertes. Vive la liberté, l'égalité et la fraternité. Vive la démocratie vivante. Vive la République fédérale française du peuple, par le peuple, pour le peuple. Titre premier. Dispositions générales. Article 1. Généralité. La notion de race fait place à la notion de genre humain, dans la mesure où tous nos ancêtres sont originaires d'Afrique. La France devient une république fédérale démocratique et laïque, respectueuse de tous les genres humains qui la composent et de tous les peuples. Les États départementaux et l'État fédéral ne peuvent exercer aucun pouvoir au nom d'une religion, d'une idéologie, d'une doctrine politique, d'un groupe de pression ou d'une secte. Les différents territoires, origines et opinions du peuple français font la richesse culturelle et la puissance de la nation française. Chaque territoire français conserve sa culture, ses traditions, sa langue, ses croyances. Les représentantes et représentants départementaux de chaque peuple écrivent la Constitution et les lois départementales qui complètent la loi fondamentale et les lois fédérales. La France fait du respect de l'humanité, de l'environnement, de la biodiversité et des climats une priorité. La France entreprend une vaste réforme écologique, alimentaire et médicale dans tous ses territoires. Les institutions françaises et leurs représentantes et représentants privilégient l'intérêt général et non les intérêts particuliers. La France sort de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et devient militairement neutre.
La France n'intervient plus sur les zones de conflit extérieures que sous commandement de l'Organisation des Nations unies réformée. La France sort de l'Union européenne et demande la construction de la Fédération des États-Unis d'Europe avec les 47 États européens du Conseil de l'Europe. La France suspend les remboursements des emprunts d'État et réexamine leurs bien-fondés. La France réexamine le bien-fondé des accords, ententes et traités internationaux. La France sépare les institutions judiciaires, exécutives et législatives dans tous ses territoires. Toute personne vivant en France s'engage sur l'honneur, devant la mairesse ou le maire de sa commune, à vouloir vivre honnêtement, dignement, solidairement et pacifiquement en respectant la morale fondamentale, les droits fondamentaux et les lois françaises. Article 2. Corpus constitutionnel. La loi fondamentale, les constitutions, les lois, les accords, les ententes et les traités forment le corpus constitutionnel de la sixième République fédérale française. Ce corpus définit les valeurs, les institutions, les organes, les responsabilités et les règles de conduite que la population doit respecter sur les territoires de la Fédération et les lois que la France doit entretenir avec les peuples des autres pays. Ce corpus ne doit comporter aucune contradiction qui prête à polémique et/ou contrarie le principe de subsidiarité. Seul le peuple français peut faire évoluer ce corpus. Les départements et la fédération doivent veiller au respect de ce corpus. Article 3. But de la Fédération française. La Fédération française regroupe les anciens territoires et les peuples annexés sous l'Ancien Régime, les républiques et les empires français, sous réserve de leur volonté de rester ou de se séparer de la Fédération française, selon les principes démocratiques énoncés ci-dessous. Ces territoires prennent le nom d'États fédérés français ou de départements. Ils incluent les espaces maritimes sous juridiction française. La Fédération française rompt avec l'ordre jacobin, napoléonien et gaullien à la direction centralisée, verticale et autoritaire pour adopter un ordre politique décentralisé, horizontal et encadré par des règles démocratiques. La fédération favorise la prospérité commune, le développement durable dans la limite des ressources terrestres naturelles disponibles, la cohésion et la coopération des nations. La Fédération veille à garantir une égalité des chances de toutes les personnes et de tous les peuples. Elle s'engage en faveur de la stabilisation des climats en limitant ses émissions de gaz à effet de serre et en faisant un usage raisonné des ressources naturelles. Elle milite en faveur d'un ordre international juste, pacifique et écologiste au sein de l'Organisation des Nations unies réformée. La politique fédérale n'intervient que pour les tâches qui ne peuvent être effectuées de manière plus efficace au niveau communal ou départemental selon le principe de subsidiarité. La loi fondamentale, les lois fédérales doivent être respectées par toutes les constitutions départementales, les accords, ententes et traités. Toute personne, société, association française ou immatriculée dans d'autres pays présente sur le territoire français doit se conformer à la loi fédérale et départementale. Article 4. Territoire français. La Fédération française est constituée des territoires et des départements suivants. Départements-États. l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte d'Or, les Côtes d'Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura,
les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la ville de Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, le territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val d'Oise, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, la Corse, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie. La fédération comprend les territoires sans État suivants: Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis et Futuna, terre australe et antarctique française. Elle comprend également un territoire sans État non habité, qui est l'île de Clipperton. Article 5. Souveraineté des territoires. Les territoires sont souverains dans la mesure où ils possèdent un peuple qui adhère à la fédération parce qu'ils y trouvent des avantages et que dans le cas contraire, ils peuvent la faire évoluer, la quitter selon les procédures démocratiques prévues dans cette loi fondamentale. Les territoires exercent tous les droits que leur peuple n'a pas délégués à la fédération ou à une autre institution. Article 6. Peuple souverain. Chaque territoire ou département possède un peuple souverain avec ses traits de caractère modelés par son histoire, sa culture, son relief géographique, son climat et ses ressources. Une population territoriale devient un peuple quand elle se donne une constitution et des lois. L'expression population désigne ici toutes les personnes qui résident sur un territoire ou un département de la fédération. L'expression peuple ou peuple français désigne les personnes qui possèdent la nationalité française. Elle peut s'appliquer à un seul territoire ou département français. Article 7. Droits fondamentaux. Tout peuple libre possède des valeurs communes qui, une fois réunies en un corpus constitutionnel, deviennent ses droits fondamentaux. Ce corpus ne peut pas être considéré comme étant universel. Les droits fondamentaux énoncés dans cette loi fondamentale constituent la morale juridique du peuple français que doit respecter le législateur. Ces droits doivent évoluer avec les mœurs, les connaissances humaines et les contraintes liées à l'environnement et au climat. Leur évolution s'effectue selon les règles démocratiques, sous le contrôle du peuple français. Toute information, loi et action politique doivent se conformer aux droits fondamentaux qui animent tout entier l'esprit de la morale et de la justice française. Les droits fondamentaux sont un nouveau concept juridique qui reconnaît au peuple français et aux différents peuples de la terre le droit à disposer d'eux-mêmes. La fédération doit s'activer à faire reconnaître ce concept par l'Organisation des Nations Unies réformée pour l'inscrire dans le droit international. La fédération reconnaît les droits fondamentaux des autres peuples, constitués ou non en État. La fédération peut conseiller les autres peuples, mais en aucune manière vouloir leur imposer ses lois. Article 8. La morale fondamentale. La morale fondamentale résulte des droits fondamentaux. Elle est relative, plurielle et non universelle. Toute loi et toute action politique doivent se conformer à la morale fondamentale.
La morale fondamentale est par conséquent un nouveau concept juridique qui reconnaît aux différents peuples de la Terre le droit à disposer d'eux-mêmes. La Fédération doit s'activer à faire admettre le concept de morale fondamentale par l'Organisation des Nations Unies réformée pour l'inscrire dans le droit international. La morale fondamentale fait partie de l'identité des peuples libres, constitués ou non en État. La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui s'inscrit dans une vision colonialiste des peuples blancs, est rejetée. L'universalisme autoritaire est remplacé par le relativisme culturel, incarné par les droits fondamentaux et la morale fondamentale. La Fédération adopte une morale fondamentale inspirée de l'esprit des droits fondamentaux reconnu par le peuple français. La Fédération reconnaît les droits fondamentaux et la morale fondamentale laïque ou religieuse de chaque peuple. La différence entre la morale religieuse de type universel et la morale laïque est que cette dernière peut être remise à jour selon l'évolution de nos connaissances et des mœurs des sociétés, selon les principes démocratiques. Toute association religieuse ou laïque dont la doctrine ne respecte pas la morale fondamentale est interdite. Toute décision ou action politique, économique, législative et judiciaire qui ne respecte pas la morale fondamentale ou les lois de la République doit être dénoncée et condamnée par les tribunaux. Nul n'est tenu de s'y conformer. Article 9. Capitale. Il n'existe pas de capitale fédérale. L'Assemblée et le Conseil fédéraux changent systématiquement de capitale départementale ou métropolitaine ou d'outre-mer à chaque session, selon un tirage au sort et un calendrier. Paris conserve le titre de capitale de la Fédération pour traiter les affaires européennes et internationales. Article 10. Drapeau et hymne. Le drapeau de la Fédération française est constitué de 3 bandes verticales de couleur bleu, blanc, rouge. L'hymne national pacifiste est la Bienheureuse, qui reste à écrire. Chaque département possède son drapeau et son hymne. Article 11. Politique européenne. L'incompatibilité de l'Union européenne avec les valeurs de la Fédération et l'inamovibilité du traité de Lisbonne obligent la France à se retirer de l'Union européenne. La Fédération établit la souveraineté du peuple français et rétablit le franc comme monnaie nationale. Elle engage à ce titre des négociations avec la Commission européenne. La France établit des pourparlers avec les 47 pays constitutifs du Conseil de l'Europe pour construire la Fédération des États-Unis d'Europe, des peuples libres. Article 12. Politique internationale. La France concourt au développement et à l'union des peuples souverains qui respectent les droits fondamentaux, la morale fondamentale, la démocratie vivante, le principe de subsidiarité et l'accord de Paris. La France peut transférer des droits de souveraineté à une institution internationale par une loi approuvée par 60% des assemblées départementales ou par un référendum fédéral. Les accords, traités, ententes internationaux et l'intégration de la France à une fédération supérieure doit être approuvée par 80% des assemblées départementales ou un référendum fédéral. Article 13. Statistiques. La Fédération collecte les données sur la démographie, l'économie, les personnes, la formation, la recherche, les territoires et l'environnement en respectant la vie privée des personnes. Elle peut légiférer sur la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte. Elle publie des indicateurs statistiques publics fiables pour aider les citoyennes et citoyens et les politiques publiques à orienter leurs décisions. Ces indicateurs sont conformes aux principes fondamentaux de la statistique officielle adoptés par les Nations unies. Les indicateurs statistiques nationaux doivent s'aligner sur les indicateurs mondiaux consolidés pour ajuster les politiques publiques, notamment en matière de protection des espèces, de l'environnement, des climats et de l'humanité. Article 14. Langue nationale. La langue fédérale est le français.
Toutes langues ou patois des territoires peuvent être enseignés avec le français pour maintenir les cultures locales et la cohésion des nations au sein de la fédération. Tous les textes officiels et documents institutionnels départementaux doivent être consultables en français. Les territoires doivent obligatoirement traduire les textes officiels fédéraux dans les langues ou patois pratiqués sur leur territoire. Article 15. Droit fédéral. Le droit circonscrit les limites des libertés individuelles et collectives dans l'intérêt commun des peuples souverains et de la nature. L'activité et l'État fédéral doit répondre aux intérêts publics de tous les territoires dans la limite des responsabilités politiques que ces derniers lui ont accordées. Les représentantes et représentants élus des territoires et de la fédération, ainsi que tous les particuliers vivant sur les territoires de la fédération, doivent respecter la loi et agir de bonne foi en se respectant mutuellement. La fédération et tous ses territoires respectent le droit international dans la limite de leur engagement. Article 16. Séparation des institutions. Les institutions législatives, exécutives et judiciaires sont séparées dans tous les départements et la fédération. Les polices agissent selon la loi et sous mandat de la justice. Les conseils exécutifs ne possèdent pas le droit d'initiative législative ordinaire. Seul un état d'exception, décidé par l'Assemblée fédérale et validé par les assemblées départementales, peut octroyer des compétences exceptionnelles temporaires au Conseil exécutif. Article 17. Administration publique. L'administration publique assure des services de qualité à l'ensemble de la population des départements. Une haute école nationale publique d'administration, présente dans chaque département, forme les administrateurs publics. Chaque ministre est responsable d'un ou de plusieurs services publics. Le secteur public fonctionne de manière autogestionnaire. Les conseils d'administration sont élus par les fonctionnaires du secteur concerné. Les services publics sont gratuits ou à un juste prix. Un département ou la fédération peut prendre le contrôle d'une entreprise privée pour la redresser ou offrir ses produits ou services à un juste prix. Un État ou la fédération peut être le seul propriétaire d'une entreprise ou un actionnaire majoritaire. Article 18. Responsabilité individuelle. Toute personne est responsable d'elle-même et de la communauté départementale, nationale et internationale. Elle contribue, selon ses forces, à l'accomplissement des tâches utiles pour la protection et la prospérité de sa famille, de sa commune, de son département, de la fédération et de la nature. Article 19. Citoyenneté et droits civiques. Toute personne domiciliée sur le territoire français doit se faire enregistrer sur les registres de la commune pour exercer sa citoyenneté et participer à la démocratie vivante de la cité. La loi peut exiger un temps de présence en France pour disposer pleinement de ses droits civiques. Article 20. Différentes majorités. La majorité civile est acquise à l'âge de 16 ans. La majorité sexuelle à l'âge de 13 ans pour les femmes et 15 ans pour les hommes. La majorité matrimoniale à 16 ans pour la femme et 18 ans pour l'homme. La majorité politique pour les deux sexes à l'âge de 15 ans pour le droit de vote et de 25 ans pour être candidat à un poste politique dans un département. Il faut être âgé d'au moins 30 ans pour être candidat à un poste fédéral. Des dérogations peuvent être allouées au haut potentiel intellectuel. Article 21. Majorité qualifiée. Les référendums et autres projets soumis au peuple français doivent être validés par une majorité égale ou supérieure à 60%. L'acceptation des propositions de loi votées par les assemblées doit être validée par une majorité égale ou supérieure à 60%. La modification de la loi fondamentale doit être approuvée par au moins 60% des assemblées départementales ou d'un référendum fédéral. Titre 2. Droits fondamentaux. Article 22. But des droits fondamentaux. Les peuples français ont établi et reconnu des droits fondamentaux qui sont le socle de cette loi fondamentale, de sa morale,
du droit positif et de la jurisprudence. Les droits fondamentaux peuvent évoluer selon les volontés du peuple français. Les droits fondamentaux sont le fondement de toute communauté humaine. Leur respect garantit la stabilité sociale et environnementale pour les générations présentes et futures. Les droits fondamentaux consistent à respecter et protéger tous les êtres humains sans distinction de leur origine, de leur culture, de leur sexe, de leur âge, de leur situation sociale, de leur orientation sexuelle, de leurs convictions religieuses, philosophiques et politiques, ou d'une déficience corporelle, mentale ou psychologique. Article 23. Réalisation des droits fondamentaux. Tous les êtres humains présents sur les territoires français jouissent des mêmes droits fondamentaux. Les institutions de la France, ses représentantes et représentants, doivent impérativement respecter et défendre les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux lient les institutions législatives, exécutives, judiciaires, économiques, l'éducation et les institutions en général à titre de valeurs suprêmes. Toutes les personnes doivent respecter les droits fondamentaux dans leurs relations mutuelles, leurs relations avec les animaux et la nature, et contribuer à leur réalisation. Les lois positives, la jurisprudence, les ententes, traités et accords doivent être conformes aux droits fondamentaux. La liberté n'est limitée que par les droits fondamentaux, les lois et la jurisprudence. La violation des droits fondamentaux est condamnée par la loi. Article 24. Restriction des droits fondamentaux. En cas de nécessité majeure liée à un danger sérieux, direct et imminent, la loi peut restreindre temporairement certains droits fondamentaux. Ces restrictions doivent être justifiées par un intérêt public supérieur et être proportionnées au danger encouru. Elle peut toucher une personne, un groupe de personnes, un territoire ou toute la fédération. Le peuple français possède des instruments juridiques pour s'opposer à ces restrictions ou en demander de nouvelles. Article 25. Égalité devant la loi. Tous les membres du peuple, sans exception, sont égaux devant la loi. L'égalité devant la loi doit se traduire en une égalité de fait. Les inégalités matérielles ne doivent pas limiter l'égalité des chances. La loi prévoit des mesures pour éliminer les inégalités qui touchent les personnes en général. La loi garantit l'égalité des personnes dans les domaines de la famille, de l'alimentation, de la santé, de l'enseignement général, de la formation professionnelle, de l'accès à l'emploi et de la formation aux responsabilités politiques. Article 26. Droit à la vie. La vie est un droit inaliénable. Tout doit être entrepris pour sauver les êtres vivants, la biodiversité et l'équilibre des climats qui soutiennent la vie en général. L'être humain n'ayant pas pour vocation à tuer, il doit apprendre à vivre en bien meilleure santé, sans tuer et consommer de la chair animale. L'homme n'ayant pas pour vocation à tuer les plantes et les animaux, celles ou ceux qui sont considérés comme nuisibles, doivent être éradiqués avec des moyens naturels le moins violents possible. Seule une personne majeure peut demander à ce qu'on mette fin à sa vie pour raison de souffrances liées à une maladie incurable ou à la sénilité. L'abolition de la peine de mort est maintenue. Les traitements dégradants, la torture physique ou psychologique sont interdits. Le criminel ou la criminelle et l'assassin ont droit à des soins médicaux appropriés pour être guéris selon leur volonté. La spiritualité acquise par la méditation doit être mise à contribution pour obtenir la paix intérieure et découvrir le véritable règne humain sur un plan d'égalité avec les règnes végétal, animal et minéral. Article 27. Droit à la propriété individuelle. La propriété individuelle est garantie dans les limites fixées par la loi. Article 28. Droit au contre-pouvoir. Toute personne ou groupe de personnes a le droit d'adresser aux instances politiques des pétitions, des initiatives législatives populaires, accusations populaires, révocation d'élus, référendums d'initiative citoyenne et autres référendums pour faire évoluer la législation. Article 29.
Droit de veto départemental. Les assemblées intermédiaires constituées de représentantes et représentants de la société civile possèdent un droit de veto sur les résolutions de leurs conseils et de leurs assemblées législatives respectifs. Le veto doit être voté par 10% de l'Assemblée et validé sur sa forme par le Conseil de la magistrature. Un même veto départemental ne peut être représenté que 3 ans après son rejet. Article 30. Droit de veto fédéral. L'Assemblée intermédiaire fédérale constituée de représentantes et représentants de la société civile possède un droit de veto sur les résolutions du Conseil et de l'Assemblée législative fédéraux. Le veto doit être voté par 10% de l'Assemblée et validé sur sa forme par le Conseil de la magistrature. Un veto fédéral ne peut être représenté que 3 ans après son rejet. Article 31. Droit à un environnement sain. La fédération, les départements et les communes s'engagent à lutter contre la pollution de l'eau, des sols et de l'air, prendre des mesures pour éviter les risques d'inondations et de catastrophes naturelles, lutter contre les nuisances sonores, les ondes électromagnétiques, les contaminations radioactives, les contaminations naturelles et chimiques, alimentaires et sanitaires, et les autres dangers prévisibles. Les responsables politiques, l'administration et les fonctionnaires doivent prendre les mesures collectives nécessaires pour protéger les populations des dangers sous peine d'être traduits devant les tribunaux. Article 32. Droit à une alimentation saine et équilibrée. La malnutrition dans les pays industrialisés, soumis à des modèles agricoles intensifs, est la cause de très nombreuses maladies qui frappent les adultes et de plus en plus de très jeunes enfants. Pour y remédier, la Fédération engage une réforme agricole écologique dans tous les territoires, une campagne sur la manière de se nourrir en écartant les risques sanitaires, l'interdiction des publicités préjudiciables pour la santé. Elle promulgue les règles et des lois pour encadrer les pratiques de l'industrie alimentaire afin d'interdire l'empoisonnement des personnes. Article 33. Droit à des soins médicaux. Toute personne a droit, sans aucune discrimination, à des soins médicaux qui respectent le plus possible les lois de la nature. À ce titre, il peut avoir accès aux statistiques concernant son mal et les résultats obtenus avec les différentes thérapies. Quand le patient est conscient, son mal doit lui être expliqué ainsi que les thérapies possibles afin qu'il puisse faire un choix de soins selon sa volonté. Si le patient est incapable d'exprimer sa volonté, ses recommandations écrites ou celles de son représentant légal doivent être appliquées. Les médecines douces doivent être appliquées en premier ressort pour des raisons éthiques et écologiques. L'allopathie et la chirurgie doivent être appliquées en dernier recours. Les praticiens de santé doivent impérativement faire passer les intérêts de la santé de leurs patients avant leurs intérêts personnels ou les profits des laboratoires pharmaceutiques ou autres marchands de malheur, sous peine de poursuite par les tribunaux. Le patient ou la patiente peut contribuer ou refuser de participer à la recherche ou à l'enseignement de la médecine. Il ou elle peut s'opposer par écrit au prélèvement et à la conservation de ses organes ou de ses échantillons biologiques effectués sur son corps de son vivant ou après sa mort. Article 34. Droit à un travail. Toute personne valide et en âge de travailler a droit à un emploi et à des conditions satisfaisantes de travail et à un salaire qui lui permette de vivre décemment. À ce titre, elle peut avoir accès aux statistiques concernant les salaires pratiqués, les maladies professionnelles ou autres informations sur le sujet. Les services publics doivent aider les personnes sans emploi à créer leur entreprise ou créer des entreprises publiques qui leur offrent un emploi. Toute personne a droit à la formation professionnelle de son choix. L'homme, la femme, le transsexuel ou la transsexuelle
doivent avoir accès à tous les emplois et à un salaire égal pour un même travail. Les salaires sont encadrés par des barèmes prévus par la loi. Article 35. Droit à des allocations. En cas d'insuffisance de revenus professionnels, toute personne a droit à un complément de revenus sous forme d'allocation pour elle et sa famille. Les allocations familiales, de logement et de complément de revenus professionnels sont calculées en fonction de tous les biens, de toutes les allocations, des ressources diverses et des revenus de la personne. Dans certains cas particuliers et les régimes d'exception, le complément de ressources peut être octroyé en nature, bons alimentaires, vestimentaires, spectacles, bibliothèques, formations, etc. Article 36. Droit à la protection et à l'aide sociale. Tout être humain a droit à la protection de son intégrité physique, mentale et spirituelle. Il a droit à la santé et à des soins. Quiconque n'est pas en mesure de subvenir à son entretien et à ses besoins doit être aidé ou assisté et recevoir des aides publiques pour mener une existence digne. La loi protège plus particulièrement les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et handicapées. La loi s'engage à ce que toute personne bénéficie de soins de santé, toute personne soit assurée contre les inconvénients de la vieillesse, de l'invalidité, de la maladie, des accidents, du chômage et du veuvage, à l'accessibilité des personnes handicapées aux transports en commun, aux bâtiments et voiries publiques et privées, à l'installation d'équipements qui facilitent la vie privée et professionnelle des personnes handicapées, à un congé maternité et paternité, à ce que le congé maternité des mères allaitantes soit maintenu toute la durée de l'allaitement, à ce que la fonction temporaire de nourrice d'un nouveau-né qui n'est pas le sien soit reconnue et rémunérée selon un barème prévu par la loi. Article 37. Droit de la famille. La famille, en tant que communauté d'adultes et d'enfants, doit être protégée et encouragée dans son développement social, physique, intellectuel et spirituel. Toute personne ou famille doit disposer d'un logement confortable et salubre. Les enfants doivent être encouragés à devenir des personnes indépendantes, responsables et soutenues dans leur évolution morale, physique, intellectuelle, sociale, professionnelle, culturelle, citoyenne et spirituelle. Article 38. Protection des enfants et des jeunes. Les enfants et les adolescentes et adolescents ont droit à une attention particulière de la population et des services publics. Les jeunes exercent eux-mêmes leurs droits selon les majorités définies par la loi dès qu'ils sont capables de discernement. L'éducation et l'enseignement doivent leur permettre de réaliser leurs aspirations personnelles. L'administration publique veille à ce que les enfants naturels, les pupilles de l'État et les pupilles de la nation reçoivent la même attention que les enfants légitimes en ce qui concerne leur développement en général. Article 39. Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement. Toute personne qui n'est pas condamnée et recherchée par un autre pays ne peut être expulsée de France ou remise aux autorités d'un autre pays sans son consentement. Nul individu ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement inhumain. Certains criminels peuvent être remis à une cour internationale de justice. Article 40. Droit des peuples nomades. La nation française est solidaire des autres peuples et traditions. Elle donne le droit de circuler librement sur son territoire aux peuples nomades. Des lieux de campement dignes leur sont attribués par les communes. Des places sont réservées dans les établissements scolaires pour leurs enfants. Ils ont droit à des soins médicaux, à une assistante sociale et des allocations selon la loi.
Un droit de cité partiel peut leur être accordé selon la loi. Ils peuvent participer aux élections dans leur communauté selon leurs traditions et peuvent posséder des représentants dans les assemblées et les conseils selon les termes de la loi. Un droit de cité complet peut leur être accordé après une période de sédentarisation de 6 mois dans une commune selon la loi. Article 41. Protection de la biodiversité, de l'environnement et des climats. Un Français moyen consomme 60 fois plus d'énergie qu'un Français d'autrefois qui vivait sans aucune machine, d'où l'incapacité des écosystèmes à absorber les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. La loi oblige toutes les activités humaines à faire un effort constant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver la biodiversité, l'environnement et réduire le réchauffement climatique. Les biens de consommation produits et consommés localement possèdent des taxes réduites selon la loi. Les administrations publiques, les dirigeants du secteur privé doivent donner une orientation écologique sobre en énergie à la production agricole et industrielle et aux moyens de transport. Les emballages doivent être supprimés autant que possible et remplacés par des matières écologiques ou recyclables. Les publicistes et les médias doivent encourager des modes de consommation respectueux de l'environnement en général. Toute personne, association, société, publiciste ou média qui encourage à un mode de consommation non respectueux de l'environnement est passible d'amende ou de condamnation par les tribunaux. Article 42. Protection de la vie privée. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste, les télécommunications et Internet. Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. Droit au mariage. Le droit au mariage est reconnu entre deux personnes de sexe différent, de même sexe ou transsexuelles. Droit au pacte civil de solidarité, ou PACS. Le droit au PACS est reconnu entre deux personnes de sexe différent, de même sexe ou transsexuelles. Droit d'adopter des enfants. Tous les couples ont le droit d'adopter des enfants et d'avoir recours à une assistance médicale pour avoir des enfants. Liberté de conscience et de croyance. La liberté de conscience et de croyance est garantie dans les limites de la loi. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, de fonder ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. La méditation et les pouvoirs de la pensée créatrice, appliqués en dehors des religions et des croyances, font partie du programme de l'enseignement public et privé. Article 47. Liberté d'opinion et de s'informer. La liberté d'opinion est garantie par tous les moyens existants dans les limites du cadre fixé par la loi. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement ses opinions si elle respecte la morale, la dignité des personnes, la biodiversité et la bienséance. Toute personne a le droit de recevoir librement des informations et de se les procurer aux diverses sources et de les diffuser dans la mesure où elle respecte la loi, la morale, la dignité des personnes, la biodiversité et la bienséance. Toute personne peut accéder aux informations émises ou stockées la concernant dans tous les services publics ou privés. Toute personne peut saisir un tribunal pour faire cesser la diffusion d'informations illégales ou fausses la concernant. Article 48. Médias publics ou privés. Sont appelés ici médias
La presse, la radio, la télévision et les autres technologies de diffusion de production de l'information publique ou privée qui ont une influence informationnelle ou culturelle sur le grand public. La législation sur les médias relève de la compétence de la Fédération. Les sources de diffusion médiatique internationale relèvent de la législation et des tribunaux internationaux. La liberté d'informer est garantie si elle respecte la loi, la morale, la dignité et la bienséance. Les médias ont le devoir de devenir un contre-pouvoir qui anime la démocratie vivante et non plus de diffuser des informations qui servent des intérêts particuliers, politiques ou financiers. Nul ne peut attenter à la dignité humaine et aux droits fondamentaux en usant des médias. Les médias doivent présenter les événements de manière fidèle et refléter équitablement la diversité des opinions. Toute personne ou média a le devoir d'informer des dangers qui menacent l'équilibre ou l'intégrité des personnes, de la nation et de la nature. L'indépendance des médias publics ou privés et l'autonomie dans la conception des programmes est garantie. Les plaintes relatives aux programmes sont à adresser à la juridiction compétente. Les médias qui enfreignent la morale et les droits fondamentaux doivent être poursuivis par les tribunaux français et internationaux. Article 49. Liberté et restriction des sources journalistiques. La démocratie demande que les sources journalistiques soient accessibles à toute personne qui en fait la demande. La protection des sources journalistiques ne peut s'appliquer qu'exceptionnellement pour préserver l'intérêt général. Dans ce cas précis, le journaliste ou sa rédaction doit en faire la demande au tribunal départemental ou fédéral en lui donnant une copie de l'article à publier et en citant ses sources. La mention source protégée doit figurer en tête de l'article en question. Une protection particulière des personnes et des locaux de presse peut être mise en place par l'institution judiciaire. Ces mesures s'appliquent à tous les supports d'information publique ou privée, oral ou écrit, presse, radiophonie, télévisuel et Internet, etc. Aucune censure ne peut être appliquée aux journalistes qui respectent les lois. Article 50. Liberté de la langue. Le français est la première langue de la Fédération. La liberté de pratiquer et d'enseigner d'autres langues ou dialectes dans les départements est garantie. Liberté de s'instruire. Tout enfant ou adulte a le droit de recevoir un enseignement général ou spécial qui correspond à ses aspirations personnelles ou professionnelles. L'enseignement est gratuit. Des bourses et des facilités sont accordées aux étudiants et aux adultes impécunieux. Article 52. Liberté de la science. La liberté de la recherche scientifique est garantie, pourvu qu'elle ne cherche pas la transformation artificielle de l'espèce humaine pour augmenter ou limiter ses performances. Elle doit prendre en considération la limite des ressources de la planète et la conservation des espèces et de l'humanité. Toute recherche, invention ou technologie qui porte atteinte à l'intégrité de l'être humain, des espèces, de la biodiversité, de l'environnement et des climats sont interdites par la loi. Article 53. Liberté d'exploitation d'une invention. La liberté d'exploitation d'une invention est garantie dans la mesure où elle représente une réelle utilité, respecte l'écologie, ne gaspille pas les ressources, possède un bilan carbone bas dans toute la chaîne de production et d'exploitation et ne produit pas de déchets inutiles ou non recyclables selon le principe de l'économie circulaire. Article 54. Liberté de l'art. La liberté de l'art est garantie dans le respect de la morale, de l'environnement et de la disponibilité des ressources naturelles. Liberté de réunion. La liberté de réunion est garantie. Toute personne a le droit d'organiser des réunions ou de prendre part à des réunions. Liberté d'association.
La liberté d'association est garantie. Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou de participer aux activités associatives. Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association. Liberté de circulation et d'établissement. Les Français, les Françaises et les personnes d'une autre nationalité ou apatrides en règle avec la justice ont le droit de circuler librement et de s'établir sur le territoire d'un département. L'installation sur les territoires non départementaux français nécessite une autorisation fédérale. Les personnes ont le droit de quitter la France ou d'y entrer. La liberté de circulation des personnes ne peut être limitée que par la loi pour écarter un danger général d'agression, de pollution, d'épidémie, de catastrophe naturelle ou de tout autre sinistre présentant une menace générale. Article 58. Liberté de la profession. Les Françaises et les Françaises et les personnes d'une autre nationalité ou apatride ont le droit de choisir librement leur profession, leur emploi et leur établissement de formation. Les conditions de travail des employés et certaines activités professionnelles sont réglementées par la loi. Article 59. Appel d'intérêt général. Dans les cas de force majeure, et pour servir l'intérêt général, les communes, les départements ou la fédération peuvent demander de l'aide à des personnes en fonction de leurs compétences et de leur situation familiale. Article 60. Interdiction du travail forcé. Aucune personne libre ne peut être astreinte à effectuer un travail contre son gré. Le travail forcé dégradant sur le plan moral ou sanitaire est interdit par la loi. Article 61. Liberté économique. La liberté économique est garantie pourvu qu'elle respecte l'intégrité des personnes, évite la souffrance animale et respecte la biodiversité, l'environnement et les climats. L'économie circulaire est fortement recommandée pour éviter le gaspillage des ressources et la production de déchets non réutilisables ou non recyclables. En respectant ce cadre, chacun est libre de choisir et d'exercer une profession. Article 62. Encouragement et aide économique. Le coopératisme est encouragé fiscalement pour une juste répartition des bénéfices entre les employés. L'autogestion est encouragée fiscalement pour la bonne conduite des entreprises. Les communes, les départements et la Fédération française assurent des services publics de qualité pour favoriser la vie économique et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Les communes, les départements et la fédération doivent venir en aide aux entreprises en difficulté par le conseil, le rachat de tout ou partie de l'entreprise ou les aider à la reconversion. Article 63. Liberté syndicale. Les travailleurs, les employeurs, les étudiants et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer librement. Bien que la résolution des conflits soit plus efficace par la négociation ou la médiation, la grève et l'occupation des locaux professionnels sont des moyens de pression autorisés quand ils n'ont pas recours à la violence physique sur les personnes, l'outil de travail ou les locaux de l'entreprise. Le patronat n'a pas le droit d'avoir recours à une police privée ou à un personnel de substitution pour briser un mouvement de grève. Article 64. Droit de manifester. Les différents peuples ou groupes sociaux peuvent faire évoluer les institutions et les lois du travail en se servant de l'initiative législative populaire et des référendums. Les conflits sociaux peuvent se résoudre par la négociation ou la médiation. Quand les mesures précédentes ont échoué, les membres de la société civile ont le droit de manifester leur mécontentement en se regroupant et défilant pacifiquement dans la rue. Article 65. Résistance à l'oppression et droit à l'insurrection. En cas de dérive grave qui porte atteinte à l'équilibre de la communauté,
La population a le devoir de résister à l'oppression avec les techniques de la résistance civile ou de s'insurger. Droit de ne pas subir l'arbitraire. Nul ne peut être contrôlé, inquiété, interrogé, emprisonné ou subir une perquisition de son domicile ou de ses locaux sans un mandat délivré par la justice. Article 67. Droit à l'arbitrage. Toute personne physique ou morale, privée ou publique, peut avoir recours à un ou plusieurs arbitres indépendants, gratuits, pour résoudre un litige ou un conflit concernant des intérêts personnels, nationaux ou internationaux, pour éviter de faire appel aux tribunaux. Article 68. Droit à un procès équitable. Tout accusé a le droit à un procès équitable devant les tribunaux. L'accusé peut se faire assister par le défenseur de son choix. Les autorités doivent éventuellement mettre à sa disposition un interprète. Article 69. Droit des détenus. Toute personne dont la liberté est restreinte suite à une interpellation ou à une condamnation a droit à des visites, à du courrier et à des colis, à un traitement digne, au sport et aux promenades, à des permissions de sortie sous conditions, à des soins de santé, à pratiquer sa religion et à voter. L'administration doit attacher une priorité particulière aux soins psychiques ou psychologiques des détenus. L'administration doit préparer la réinsertion sociale des détenus en leur donnant un enseignement général ou professionnel selon leur volonté. Le détenu ou la détenue ou sa famille doit verser une contribution à son entretien carcéral selon la loi. À cette fin, l'administration prévoit des emplois pour faciliter la réinsertion sociale et le remboursement des frais de justice et de détention. Article 70. Droit à l'euthanasie. Toute personne incurable et souffrante, pour qui aucun soin ne peut soulager les douleurs ou les maux, est accompagnée socialement et psychologiquement par une assistante sociale ou un assistant social. Elle a le droit de faire mettre fin à sa vie avec l'un des moyens respectueux de la personne humaine prévus par la loi. Elle peut se faire accompagner de ses proches et d'un représentant religieux selon ses dernières volontés. Article 71. Droit à une sépulture ou à la crémation. Toute personne a droit à une sépulture dans le cimetière de sa commune ou celle de son choix, ou la crémation de sa dépouille selon ses volontés et les dispositions qu'elle a prises en respectant la réglementation. Les sépultures doivent occuper des espaces qui préservent les ressources naturelles et limiter l'artificialisation des terres sous peine de taxation. Les anciens cimetières doivent être progressivement végétalisés. Article 72. Droit à la succession et à l'héritage. Toute personne a droit à la succession et à l'héritage selon la loi. Les règles de la succession et de l'héritage peuvent varier selon la conjoncture économique pour aider à maintenir l'emploi et la protection des personnes fragilisées. Je vous remercie pour votre attention. Vive la révolution mondiale pacifiste.